manière-là, et ensuite de la mettre dans un document qui est destiné à être affiché sur le site internet de la ville, voire sur le panneau d'affichage de la ville. Oui, je suis d'accord avec vous, on va le retirer. Ok. Ok. Pas d'autres remarques, pas d'autres objections? Ok. Donc, sur l'approbation de ce procès verbal, qui s'abstient? Qui vote contre? Personne. Donc, adopté. Alors, nous allons passer ensuite donc, à la première délibération, qui est la modification du tableau des emplois, donc, que vous connaissez bien, puisqu'on le fait quand même quasiment systématiquement dans tous les conseils. Bon, celui-ci il est un peu plus complet qu'à l'accoutumée, parce qu'il y a toute l'organisation donc, qui est aujourd'hui revue. Donc, ce que je voudrais vous dire au préalable, c'est qu'on est sur un tableau des emplois, pas un tableau des embauches et de nombre de personnes, et que ce tableau des emplois correspond à la structure idéale pour que la ville fonctionne dans les meilleures conditions. Donc c'est une vision qui est une vision à long terme, avec une politique de recrutement, mais qui sera une politique de recrutement pluriannuelle. Donc ce ne sont pas des embauches qui auront lieu forcément sur 2024, mais c'est quand même le tableau des emplois. Et donc, les embauches de 2024 seront en fonction à la fois des priorités et à la fois du vote du budget primitif qui aura lieu au conseil municipal, qui sera présenté au conseil municipal, au deuxième conseil municipal de 2024, soit le 21 mars. Donc, le deuxième point que je voudrais vous signaler, c'est que ces priorités, elles reflètent notre volonté politique. Donc, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de renforcer le pôle famille et le pôle solidarité, donc avec une embauche de 5 postes pour mieux servir les Vésigondins, qui concernent essentiellement l'enfance, la crèche, la jeunesse, le sport, les adolescents, les anciens. Donc là, on veut mettre un focus sur cette activité-là. Le deuxième point, c'est de renforcer le cadre de vie au Vésinet, avec un accent plus particulièrement mis sur le patrimoine arboré, sur la transition écologique, sur les services techniques, sur la propreté. Et donc, ce sont ces créations de postes qui vont être sur ces priorités-là. Donc, au total, si on prend l'ensemble, ça fait 10 créations de postes avec 6 évolutions de postes. Le troisième point, c'est qu'il faut quand même tenir compte aussi de l'évolution de la population. Vous savez qu'on a une croissance de 10% de la population cette année au Vésinet, et donc ce qui veut dire qu'on a des adaptations à faire et un certain nombre d'embauches complémentaires à faire, notamment pour ce qui concerne les équipements qui sont les équipements publics, qui tournent autour des écoles et des crèches. Voilà. Donc vous avez donc l'ensemble du détail dans le tableau des emplois qui nous a été transmis. Donc je précise que c'est passé en commission. Donc nous avons eu cette discussion en commission le 12 décembre, que nous avons une discussion en comité social territorial le 14 décembre. Et donc on vous propose d'abord de savoir si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport à ce tableau des emplois. Et donc, je suis à vos dispositions pour y répondre. Madame Cabot-Suras. Merci. Alors, sur ces créations d'emplois, ce que vous nous proposez revient à créer 11 postes à la mairie. Donc, nous ne sommes pas nécessairement contre, parce qu'il peut y avoir des besoins, notamment les agents travaillent dans des conditions qui sont parfois difficiles, pour diverses raisons, et notamment à la suite de la désorganisation des services municipaux par le passé. Et j'aimerais prendre l'opportunité d'ailleurs de remercier les agents de la ville qui font au quotidien un travail exceptionnel et qui contribuent finalement à ce que nous puissions tous bénéficier de services publics de qualité, et Dieu sait qu'ils sont engagés dans cette mission. Pour voter cette délibération, néanmoins, j'aurais eu besoin de 3 choses. La première, ce sont les organigrammes de la ville, donc l'organigramme avant cette réorganisation et l'organigramme après, de manière à savoir quelles sont vos intentions sur l'organisation des services municipaux, de manière à ce qu'on puisse savoir si tout ça, finalement, toutes ces créations de postes aboutiront à une meilleure organisation. Donc nous les avions demandés en commission et nous ne les avons pas eues.
Ma deuxième observation, c'est qu'il y a beaucoup de postes de directeurs qui sont créés, alors pas nécessairement avec le grade qui permet finalement d'assumer cette fonction. Donc voilà, j'aurais eu des explications sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de directeurs et est-ce qu'ils auront tous les capacités d'exercer des fonctions de direction. Ça paraît compliqué et ça rejoint la première question, celle de l'organigramme. Dans un organigramme, on ne peut pas avoir énormément de directeurs, il y a des postes de management et des postes d'exécution. Et le troisième point dont j'aurais eu besoin, c'est l'impact en termes de masse salariale. C'est quand même 11 postes, donc il faut qu'on puisse savoir combien ça va coûter, dans un contexte où vous le savez, vous avez quand même des besoins de financement qui sont très élevés, qui vous ont conduit à augmenter les impôts cette année, à souscrire 6 millions d'euros de dettes. Donc c'est nécessaire qu'on ait un regard vigilant sur l'augmentation des dépenses de fonctionnement pour s'assurer que ces dépenses sont faites au bon moment. Donc pour toutes ces raisons, alors la masse salariale, on l'avait demandé également en commission, on ne l'a pas eu. Donc malheureusement, moi je serais dans l'incapacité de voter ces modifications, ces créations de postes, parce que nous n'avons pas assez d'informations sur en quoi ça va améliorer l'organisation des services municipaux et en quoi ça va être bénéfique pour les visiteurs. Alors, dans l'ordre, Monsieur de Chamboran. Oui, rapidement, en complément de ce qui a été dit, effectivement, dans le nouvel organigramme, vous aurez 17 postes de directeurs, ce qui est énorme. Là où, à mon avis, il y a d'autres besoins qui nous semblent plus essentiels. Je pense notamment à la police municipale, qui fait un travail formidable, mais qui manifestement est en sous-effectif, au point qu'on utilise, comme le montre le pays des Yvelines la dernière fois, des ASVP pour des missions de maintien de l'ordre, ce qui est tout à fait illégal. Ils peuvent assister, ils peuvent intervenir en soutien, mais ils ne peuvent en aucun cas être en première ligne lors des opérations de maintien de l'ordre. Or, c'est ce qu'on voit sur l'évacuation du dernier conseiller municipal. D'autres besoins que j'ai pu identifier, notamment, c'est des besoins en ATSEM. Il m'a été remonté une situation assez problématique au niveau de la maternelle centre, notamment, parce qu'il n'y aurait pas suffisamment d'ATSEM, notamment pour effectuer des remplacements. Voilà, donc je pense qu'il y a d'autres besoins plus importants. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur cette histoire d'ATSEM, je pourrais en reparler plus tard si vous le souhaitez, mais je pense qu'il y a des besoins plus importants que 17 postes de directeurs qui vont quand même créer une organisation compliquée derrière. Madame Carré. En préambule, en cette fin d'année, nous souhaitons remercier l'ensemble des agents municipaux pour leur travail et leur dévouement tout au long de cette année 2023. C'est eux qui, au quotidien, sont sur le terrain et dans les services administratifs. Donc, nous souhaitons à tous les agents de très belles fêtes de fin d'année. Cette modification du tableau des emplois est une parfaite illustration de la manière dont vous gérez la ville, c'est-à-dire de manière totalement inconséquente, puisque vous créez 11 postes en net, vous en créez 14, vous en supprimez 3, donc ça en fait 11 de créer. Comme l'ont dit effectivement mes collègues, le coût de ces créations d'emplois n'a pas été chiffré. Donc avant de lancer un projet, c'est toujours mieux de le chiffrer. Alors, il y a des postes qui sont créés de manière un petit peu étonnante. Par exemple, un poste de responsable des CMJ à temps complet. Pourquoi faire, sachant que les CMJ sont présents quelques samedis matins dans l'année, donc pourquoi quelqu'un à temps complet? C'est un exemple parmi d'autres. Nous sommes préoccupés par les postes qui sont vacants depuis un certain temps. Responsable patrimoine bâti, donc il est parti à Beaucresson, ils ont bien de la chance. Responsable patrimoine arboré, responsable services financiers. Donc tous ces postes sont vacants depuis longtemps quand même, et c'est quand même préoccupant. Je me réjouis d'entendre que la petite enfance fait partie de vos priorités. Je m'en réjouis, mais je suis quand même étonnée puisque ça fait quand même plus d'un an que les 18 berceaux à la classe princesse sont vacants et que vous savez qu'il faut recruter 4 personnes pour pouvoir ouvrir ces berceaux. Donc si c'est vraiment votre priorité, il serait bien qu'un jour vous puissiez nous annoncer que les postes sont dépourvus et que les berceaux sont enfin ouverts. S'agissant de la police municipale, la situation est également préoccupante puisque donc, le document que vous nous avez adressé
indique que les compétences de surveillance de la voie publique et notamment le contrôle du stationnement seront confiées à un prestataire extérieur. Donc la rumeur qui courait est confirmée de manière officielle. Donc un poste d'ASVP va être supprimé et les conséquences sont nombreuses. Déjà, quel est l'impact financier du recrutement de ce prestataire? Donc ça, c'est voilà, le point financier. Mais ce n'est pas la seule conséquence. Vous allez faire mourir ce qui contribue à faire l'âme de notre ville. Les policiers, les ASVP, ils nous connaissent. Nous les connaissons. Ils connaissent nos enfants. Ils connaissent les situations des uns et des autres. Ils font partie du tissu social au sein de la ville. Les prestataires sont sûrement des personnes très bien, mais ils ne nous connaissent pas et nous ne les connaissons pas. Vous allez faire également mourir le discernement qui caractérise les interventions des ASVP puisqu'ils nous connaissent. Donc ils savent à quel moment il faut ou il ne faut pas verbaliser ou intervenir. Et vous allez également faire mourir les commerçants, puisque comme on le sait, les prestataires sont là pour faire du profit et verbalisent dès que 3 secondes sont dépassées. On le voit à Saint-Germain, et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui ne vont plus faire leur course à Saint-Germain de peur d'être verbalisés. Alors nous craignons qu'au Vésinet, ce soit la même chose, que nous ne puissions plus faire nos courses sans être verbalisés. Donc nous déplorons ce recrutement d'un prestataire extérieur. Bien. C'est bon, vous avez terminé? En conclusion, vous lancez une énième nouvelle réorganisation, mais vous n'avez pas estimé ni son impact budgétaire, ni son impact autre, par exemple sur le lien social, ce qui est préoccupant. Le sujet des ressources humaines est géré de manière inconséquente. Très bien. Monsieur Gauthier. Oui, bonsoir. Notre groupe souhaite également remercier l'ensemble des employés de la mairie pour leur travail qui font au quotidien. En ce qui concerne cette délibération, nous ne pourrons pas la voter. Comme je l'ai dit en commission personnelle, nous demandons d'inscrire au budget principal les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois créés. Et comme je l'ai fait remarquer, vous ne donnez pas ce chiffre, donc nous ne pourrons pas voter. Ok, très bien. Monsieur Gauchetot. Oui. Je vais être bref pour ne pas reprendre tout ce qui a été dit. Je voudrais juste, dans l'esprit de ce qui a été dit, faire une petite remarque. C'est que vous avez une fois de plus dépensé pas mal d'argent pour faire une étude de réorganisation du personnel. Qu'est-ce que votre nouvel organigramme a avec ce travail qui a été fait, sur lequel vous aviez d'ailleurs beaucoup communiqué l'année dernière? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? On ne voit pas du tout. Ça ne ressort pas du tout des documents. Donc on pense qu'une fois de plus, certes, vous avez gaspillé de l'argent dans des études, une autre étude inutile de plus. Ok. Oui, Madame Roman. Bonsoir, je voulais juste répondre à deux petites questions sur la CMJ. Il n'y a pas de personne qui va être en temps complet pour s'occuper des CMJ. C'est une personne qui a demandé à évoluer et donc son poste va évoluer, mais elle s'occupera d'autres choses quand même que les CMJ. Et il y a bien une ATSEM par classe avec une remplaçante volante. Donc je vous rappelle aussi qu'on a mis une ATSEM par classe alors que c'est une par pour les petites sections qui est obligatoire et donc c'est le choix de la ville d'en avoir une par classe. Oui, alors effectivement, il y a bien une par classe et une volante, mais il semble que la commission ne puisse pas remplacer. Ok. Bon, donc je reprécise que le tableau des emplois n'est pas un tableau des embauches. Hein. Donc c'est fonction effectivement du budget. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on calculera l'impact financier par rapport au budget primitif qui sera voté avec les priorités que je vous ai indiquées, qui sera voté au mois de mars. Parce qu'il ne faut pas prendre en considération que ce chiffre-là dans les augmentations de la masse salariale. Vous savez qu'il y a d'autres critères qui sont importants. Il y a tout ce qu'on appelle donc, les pourcentages d'augmentation, grosso modo, de 1,5% qui est lié au GVT, hein, le glissement de la vieillesse et technicité. Donc on n'a pas la main sur ce genre de choses. On a aussi les mesures qui sont les mesures catégorielles, des 5 points par agent à partir du 1er janvier. Et donc après, il reste donc une masse d'argent en fonction du budget qu'on pourra dédier
à cette masse salariale et donc on déterminera les embauches. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, donc, je vous ai expliqué les priorités. La priorité, ça ne sera pas sur les directeurs de pôle. La priorité, ça va être sur les postes qui sont importants pour apporter un service aux Vésigondins dans la catégorie de l'enfance et de la jeunesse. Et deuxièmement, sur le patrimoine arboré et sur les services techniques. Donc on est bien dans ces priorités-là. Voilà ce que je peux vous dire donc, en réponse à ces quelques questions. Et donc, on transmettra les différents documents à la commission comme convenu. Voilà, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Alors, avec les pouvoirs. 1, 2, 3, 4. 2 pour 6. Ok, c'est bon. Qui vote contre? Personne. Donc les autres pour, donc délibération adoptée. Donc je vous propose maintenant de passer donc, à la suite des délibérations. Et donc je vais passer la parole pour la partie financière à M. Metz pour la première délibération qui est la mise à jour de la longueur des voies communales. C'est important parce que ça détermine les dotations de l'État aux Vézinais. Oui, bonsoir à tous. Donc cette première délibération financière est en effet la mise à jour de la longueur de voirie communale. On n'a pas retrouvé de délibération précédente sur ce thème, donc il était important pour nous donc, de l'acter, puisque, comme vient de le dire M. le maire, c'est l'un des indicateurs qui est utilisé pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État à notre commune. Donc la longueur de voirie qui était précédemment déclarée était de 59 650 mètres. Le recensement effectué par les services, avec tout un détail de la longueur par rue, qui est donné en annexe à la délibération, indique 59 850 mètres. 59 850 mètres. Voilà. Donc il n'y a pas une grande différence, il y a 200 mètres à peine. Ça ne fera pas un impact significatif sur la DGF, mais au moins on est à jour et on a le relevé précis des longueurs des différentes voiries communales. Voilà. Donc on ne connaît pas l'ajustement qui sera fait, mais normalement on sera au minimum à l'équilibre et peut-être avec un petit delta, malheureusement qui est petit, mais donc on a nos 60 km de voirie à peu près, et donc ça ne bouge pas beaucoup. Voilà sur cette délibération. Qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Personne. Délibération adoptée à l'unanimité. Et donc nous passons à la DL numéro 4 du budget de la ville. Toujours la partie finance, M. Metz. Oui, donc cette décision modificative est en rapport avec l'échéancier de la dette de notre ville. La dette de la ville est caractérisée par une échéance à très court terme, puisqu'en fait le principal de la dette de la ville qui a été pris il y a de nombreuses années arrive à échéance 2027-2028. Et il y a des annuités qui sont extrêmement élevées sur les prochaines années. Donc, si on prend la somme des remboursements et des intérêts, on a entre 1,9 et 2,8 millions d'euros par an sur les prochaines 4-5 années. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que la période actuelle de taux d'intérêt qui sont élevés par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années est une période propice à la renégociation de la dette. Puisque quand on veut renégocier la dette auprès des établissements, ceux-ci demandent de verser une indemnité qui est en général, qui reflète la différence entre les taux de l'emprunt et les taux actuels. Donc voilà, on a pu renégocier deux stocks de dette, enfin des stocks de dette avec deux établissements. Le premier, avec la SFIL, on avait 13 lignes de crédit avec des dates d'échéance variables entre 2027 et 2028. Et un emprunt auprès de la caisse d'épargne. Donc ces deux emprunts, enfin toutes ces lignes de crédit-là sont remboursées par anticipation et sont remplacées par une nouvelle dette. Donc pour vous donner le détail, sur la SFIL, c'était une dette qui nous restait à 4,2 millions d'euros à échéance finale 5 ans et avec un taux de 5,05%. Donc celle-ci est remplacée par une dette de 4,4 millions d'euros. Donc l'écart entre les deux, c'est l'indemnité demandée par
l'établissement financier, qui est intégré donc, dans la nouvelle dette. Et là, l'échéance est à 13 ans et on a pu obtenir un taux fixe de 3,75%, qui vient donc remplacer le taux de 5,05%. À la caisse d'épargne, là, c'était une dette beaucoup plus faible. C'était 738 K € à échéance 4 ans et taux de 4,47%, remplacé par une dette de 759 K € à échéance 12 ans et taux fixe de 4,45%. Et donc le résultat sur 2024, à titre d'exemple, mais il y a un impact sur les années suivantes également, mais à titre d'exemple sur 2024, on réduit l'annuité de la dette de 550 000 € et on réduit le taux apparent sur l'ensemble du stock de dette présent à fin 2022 de 3,26% à 2,89%. Voilà, donc on a un taux apparent de dette qui baisse à 2,89%. Et donc sur les slides suivants, vous pouvez vous rendre compte, alors les chiffres sont peut-être un peu trop petits pour la vue du fond de la salle, mais ah oui, d'ailleurs il y a aussi un problème de couleur. On voit difficilement les deux couleurs. Il y a une couleur foncée qui montre la nouvelle échéance de dette et une couleur claire qui montre l'ancienne annuité. On ne voit pas bien sur le tableau. La suivante, on a voilà, là on voit un peu mieux, c'est le remboursement en capital. Donc en vert clair, vous avez le remboursement en capital avant rééchelonnement et le remboursement en capital après. Et donc vous voyez qu'il est bien plus lissé que ce qui était le cas auparavant. Et donc je précise que ça correspond effectivement à une période, les prochaines années, où on a effectivement des projets comme de terminer la crèche du centre, ou de démarrer les travaux de l'église Sainte-Marguerite, ou enfin de lancer la rénovation du centre-ville. Donc la décision modificative vise à budgéter l'ensemble de ces opérations. Alors ce sont essentiellement des opérations d'ordre comptable, puisqu'il y a très peu d'impact cash, en fait, il y a très peu d'impact sur la trésorerie. Donc là, la première ligne, ce sont les intérêts courus non échus sur la dette CAFIL, 37 000 €. Ensuite, vous avez les indemnités de réaménagement d'emprunt, 235 000 pour CAFIL et 20 000 pour la caisse d'épargne, qui, je vous rappelle, sont intégrés dans le stock de la dette. Et donc, la contrepartie, tout ça, c'est un virement à l'investissement qui est réduit de 293 000 €. Ça, c'est l'impact sur la partie fonctionnement. Et en page d'après, vous avez l'impact sur la partie investissement. Donc vous avez la contrepartie des intérêts courus non échus et moins 37 000 € sur les installations agencement. Vous avez le remboursement de l'ancienne dette en 4 205 en nature 166 dépenses et la même nature, même chapitre en recettes pour les mêmes montants. Et ensuite l'intégration au capital de la nouvelle dette des 255 000 € visés précédemment. Donc il est proposé au conseil municipal de voter cette décision modificative. Question ? Monsieur Gauthier. Oui, merci Monsieur Betz pour cette présentation. Monsieur Gauthier, vous pouvez mettre votre micro. Merci, et il marche. Donc merci Monsieur Betz pour cette présentation. Donc cette décision modificative est là pour acter comptablement l'opération de refinancement d'environ 5 millions de dettes anciennes. Cette opération vous permet de réduire les remboursements de capital d'environ 3,5 millions d'euros sur les années 2024 à 2028, pour les déplacer sur les années 2029 à 2037. Le coût de cette opération est exorbitant, puisque vous allez devoir rembourser 255 737 € de capital supplémentaire, correspondant à des indemnités payées aux banques, et vous allez devoir payer au total 915 963 € d'intérêts en plus. Lorsqu'on calcule le TRI, taux de rentabilité interne, du vecteur de chiffres annuel qui correspond à la différence entre le tableau d'amortissement avant refinancement et le tableau d'amortissement après refinancement, on obtient 4,7%. Cela signifie concrètement que vous allez contracter un emprunt à 4,7%. C'est 0,5 points de base
au-dessus de l'emprunt que vous avez demandé de contracter lors du dernier conseil municipal, à un taux d'environ 4,25%, je vous signale. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez fait un cadeau pareil aux banques. Lors de la commission finance, M. Metz, vous aviez affirmé que le refinancement était un taux d'actualisation de 4,25%. Depuis, par mail, vous avez dit que c'était uniquement, le chiffre avait été uniquement donné à titre indicatif. Moi, j'en conclus que soit c'était une erreur de calcul, soit que le calcul n'a pas été fait. Moi, je considère que ce n'est pas professionnel. Ce qui est encore plus grave, c'est que ce refinancement, dans ces conditions totalement catastrophiques, avec ce beau cadeau aux banques, a été fait par simple décision du maire, sans contrôle du conseil municipal, qui n'aurait pas manqué, comme je l'ai fait aujourd'hui, de dire attention, vous faites une grosse bêtise. Vous aviez d'autres solutions moins chères, qui est simplement un emprunt à 4,25 comme le mois dernier. Une fois de plus, vous faites preuve de votre incompétence. Alors, je vais répondre sur quelques points. Comme je vous l'ai déjà écrit, vous déformez un peu mes propos en commission finance, puisque en commission finance, j'expliquais à une demande de la commission qu'il convenait de faire une actualisation des flux financiers avant de calculer le montant des intérêts. Et que ça n'avait pas de sens de faire une somme d'intérêts financiers sur 20 ans sans actualisation. Et donc je disais à titre d'exemple 3,5 ou 4,2, enfin en gros l'inflation telle qu'elle est à ce jour, on peut utiliser l'inflation pour faire une actualisation de flux financiers. Voilà. Donc là vous avez calculé le taux de rendement interne qui est un autre indicateur et il est tout à fait de 4,7%. Bon voilà, dont acte. C'est un taux de rendement interne qui tient compte à la fois du taux d'intérêt de 3,75% et de la faculté qu'on a eue de rééchelonner cette dette. Donc effectivement, c'est le prix à payer pour rééchelonner la dette. Et du capital supplémentaire. Oui, tout à fait. Voilà, et puis après, quand vous dites qu'il n'y a pas de contrôle du conseil municipal, bon, on est justement ici pour exercer ce contrôle-là. Excusez-moi, mais on verra plus tard que c'était une décision du maire, donc elle a déjà été faite. Elle n'est pas faite tant qu'on n'a pas voté la décision modificative. Puisqu'on nous a peut-être transmis. Non, la décision du maire nous a été transmise. Donc elle a déjà été faite. Il faut quand même une décision modificative. Oui, je voulais compléter un peu les questions de M. Gucci. Simplement par rapport à la réponse concernant le TRI, vous n'êtes pas sans ignorer, puisque vous êtes un financier, que. Pardon ? Excusez-moi. Que effectivement, le paiement des intérêts et l'endroit où il se trouve dans les années est totalement pris en compte par le TRI. Donc vous critiquez le TRI comme étant simplement un outil parmi d'autres, mais en fait c'est l'outil qui détermine exactement la rentabilité d'une opération donnée. Monsieur le maire, vous avez décidé de rééchelonner donc, cette dette pour environ 5 millions d'euros. Je rappelle pour les personnes dans l'assistance que vous avez déjà emprunté en 2022 et en 2023, emprunt de 4,4 millions et de 3,8 millions. Donc vous endettez notre ville, et je rappelle aussi pour les gens qui sont présents que cela n'a jamais été fait depuis 15 ans. C'est-à-dire que les précédents maires ont toujours eu pour objet de rembourser la dette qui avait été souscrite en 2008 et 2009. Je rappelle, monsieur le maire, qu'on s'enrichit en payant ces dettes. Mes interrogations. Donc, mes collègues qui ont assisté à la commission finance me disent qu'ils n'ont pas vraiment eu de comparatif d'intérêt. Et je note que M. Gucci, qui lui-même est financier, a fait ses calculs et vous a démontré en fait qu'il n'y avait aucun intérêt économique à renégocier cette dette. Ayant fait partie de la précédente équipe municipale, je sais que ces pénalités de remboursement étaient excessivement élevées, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que personne n'a touché ces remboursements, parce que justement, le coût des indemnités de remboursement était exorbitant. Donc dans ces conditions, il n'y a que deux solutions. Quand on veut rembourser une dette et la renégocier, c'est soit on fait des économies d'intérêt, et on vient de voir avec M. Gucci que ce n'était pas du tout le cas,
soit on retarde le paiement de ces dettes et on repousse ces dettes à plus tard parce qu'on n'a pas tout à fait les moyens de les payer. Je pense qu'on est plutôt dans le deuxième cas, repousser cette dette pour vos successeurs. Pour une ville, il y a un truc que je sais, je ne suis pas un grand financier, mais emprunter aujourd'hui, parce que c'est un peu ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque part augmenter les cash flows futurs et c'est donc fatalement augmenter les impôts à court ou moyen terme. Il y a autre chose d'ailleurs qui a été évoquée par M. Goetschi. Cette délibération a déjà fait l'objet, dans les décisions annexées à la convocation, d'une décision. Alors moi, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de délibérer maintenant? Puisque vous avez déjà décidé, Monsieur le maire, de faire cette renégociation. Les pénalités de remboursement, on les a vues. Est-ce que par hasard, cette décision a été retoquée par le préfet? Je vous pose la question, monsieur le maire. 1. Combien ce rééchelonnement coûte-t-il réellement à la ville, même si M. Goetschi a répondu à la question? Et 2. Qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi est-ce qu'on a une délibération après une décision? Est-ce que cette décision, finalement, n'est pas valable? Que se passe-t-il, monsieur le maire? Merci. Je vais répondre à cette question tout de suite. Donc, il y a effectivement une proposition indicative qui a été retenue, mais elle doit être confirmée par le conseil municipal. Aujourd'hui, c'est cette DM qui permet cette décision. Si le conseil vote contre, cette décision ne sera pas exécutée. Donc, il n'y a pas du tout de règle enfreinte à ce niveau-là. Donc, c'est la décision du conseil qui dit oui ou non par rapport à ce réacheminement-là. Ouais. Deux autres éléments de réponse. Le premier, c'est que les années passées, bien évidemment, ça n'était pas intéressant de faire un réacheminement de la dette, pour la raison que j'ai expliquée en préliminaire, c'est que quand vous avez des taux d'intérêt de marché qui sont extrêmement faibles, il est extrêmement coûteux pour les établissements financiers de se refinancer. Et donc la soute aurait été extrêmement élevée. Là, on bénéficie de ce contexte-là, et c'est pour ça qu'il y a une opportunité de faire un rééchelonnement de dette. Et le deuxième élément de comparaison, c'est quand même, quand vous dites qu'il n'y a aucun intérêt à faire l'opération, alors il y a quand même une différence faciale entre les deux taux d'intérêt, entre 5,05 qui était le taux d'intérêt précédent contracté il y a une quinzaine d'années, et le 3,75% facial d'aujourd'hui. Et même si vous souhaitez réintégrer la soulte, avec votre taux de rendement interne à 4,7%, on est toujours encore inférieur au 5,05 de l'origine. Donc ça reste une opération intéressante. Très bien. Madame Cabot-Soras. Merci. Chers collègues, je pense que je peux parler au nom de tous les Vésigondins en disant que personne ne veut de ce rééchelonnement de la dette. Non seulement tout le monde a vaguement conscience maintenant dans cette ville que vous êtes en train de ruiner le Vésinet, mais en plus, vous êtes en train de ruiner les générations futures, nos enfants qui étaient présents d'ailleurs ici ce soir. Ce que vous voulez nous faire passer en nous expliquant des choses comptables qui ont l'air savantes, en débattant de TRI, etc., c'est qu'au lieu d'avoir fini de payer la dette en 2028, du Vésinet, vous aurez fini de la payer, c'est-à-dire pas vous, vos successeurs auront fini de la payer en 2037. Concrètement, c'est ça. Donc, merci, monsieur le maire et toute la majorité, de nous endetter sur plusieurs mandatures qui, du coup, ne pourront pas mener les projets qu'ils le souhaitent. Je précise, et d'ailleurs ça a déjà été dit, que vous êtes les premiers, depuis une quinzaine d'années, à souscrire des nouvelles dettes. Alors, on se demande pourquoi, les autres ont réussi à gérer les affaires de la mairie, et vous, non. Alors, on se demande quand même pourquoi. Tout ça, vous nous dites, c'est parce que c'était pas intéressant de faire du rééchelonnement avant. Non, vous faites ça maintenant parce que vous êtes arrivé à l'os en termes de capacité budgétaire. Vous n'avez plus d'argent. Vous avez ruiné la ville. Vous avez augmenté les impôts de 16% cette année. Vous avez souscrit 6 millions d'euros de nouvelles dettes. Avec ce rééchelonnement, vous allez gagner 500 000 euros par an pour pouvoir faire on ne sait pas quoi,
mener des études, jeter de l'argent par les fenêtres. On ne sait pas, personne ne sait d'ailleurs ce que vous en faites. Vous êtes en train d'augmenter les tarifs municipaux de manière totalement délirante depuis plusieurs années maintenant. Vous savez qu'il y a une pétition en cours contre l'augmentation des tarifs des cantines scolaires qui, sur 3 ans, ont augmenté de près de 40%. Donc je ne sais pas dans quel pays on est pour dire que l'inflation est de 40%. Quelle est la justification d'une telle augmentation? On le sait tous, hein, c'est que vous n'avez plus d'argent. Vous avez ruiné la ville. Enfin, on n'a toujours pas le coût de cette renégociation. Donc, on l'a demandé en commission d'avoir les tableaux d'amortissement de la dette ancienne et de la nouvelle dette. Comme ça, on fait le calcul des taux d'intérêt et on voit à la fin du prêt combien ça nous a coûté. Heureusement, je remercie M. Gucci qui a fait ce calcul et qui, comme on le soupçonnait tous bien, va finalement coûter plus cher à la ville en intérêt. Donc, c'est de la mauvaise gestion publique que de faire ça. Prouvez-moi le contraire et envoyez-moi les tableaux d'amortissement comme je l'ai demandé il y a une semaine. Je ne les ai toujours pas. Enfin, il y a un problème de régularité juridique. Je ne sais pas ce que vous nous expliquez, monsieur le maire, mais une décision, elle est inscrite dans un papier, soit dans une délibération, soit dans une décision, soit dans un autre document. Elle n'est pas inscrite dans 2 endroits à la fois. Donc ça, c'est un problème grave. Je ne comprends pas votre réponse. Donc pour toutes ces raisons, je pense que tous les Vésicondins sont opposés à ce report de la dette sur les générations futures. Vous êtes en train de ruiner la ville, vous êtes en train de ruiner nos enfants. S'il vous plaît, monsieur le maire, arrêtez. Très bien. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun signe de manifestation dans le public au cours d'un conseil municipal. Même après, c'est honteux. C'est le premier. Honteux. C'est la loi, monsieur. Oui, je sais, mais on a le droit d'interrompre, je crois. Non, monsieur. Non. C'est le premier et dernier avertissement. Et demain, et si jamais vous remanifestez, je vous demande de sortir. Madame Carré. Oui, donc, beaucoup de choses ont déjà été dites. Cette décision modificative, qui est la 4e de l'exercice 2023, reflète l'insuffisance de vos actions et de votre gestion. Donc, il y a ce que cette DM contient et ce qu'elle ne contient pas. Ce qu'elle contient, les réajustements de crédit. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Vous présentez ce réajustement comme une opportunité, une chance. Vous vous en félicitez. Ça fait un peu penser à une escroquerie intellectuelle, comme dirait votre collègue. C'est un étalement de la dette et ça a des conséquences. Alors je n'ai pas toutes les facultés de M. Gucci pour faire les calculs, mais simplement je vois que les indemnités compensatrices sont de 246 000 euros. Donc assez facilement, on voit que le coût pour la ville est de 246 000 euros. Donc le fait de dire que c'est intéressant pour notre ville est faux, et une chose est sûre, c'est que les banques ne sont pas des mécènes, ça se saurait. C'est vraiment une gestion à très court terme, puisque votre argument est de dire que cette année, grâce à cet étalement, vous allez pouvoir économiser 500 000 euros en trésorerie, mais ce n'est que repousser pour misotique, puisque ces prêts, il faudra bien les payer plus tard, et comme le disait ma collègue, ce sera nos enfants qui les paieront. Mais pourquoi avez-vous besoin d'oxygène d'association? Pourquoi avez-vous besoin d'argent? Car les dépenses que vous faites sont absurdes. Prenons un exemple, la maison médicale. Vous avez acheté un bien immobilier, 1,6 million d'euros. Donc c'est de l'argent qui est immobilisé. Quand on fait une acquisition immobilière, on rend son argent illiquide. Donc l'argent n'est plus utilisable. Donc le bien ne sert à rien depuis octobre 2022, donc ça fait plus d'1 an. Donc c'est une dépense absurde. Si vous n'aviez pas dépensé 1,6 million,
peut-être que vous n'auriez pas besoin de 500 000 euros là pour boucler les fins de mois. C'est un exemple parmi d'autres. Donc ça, c'est ce que contient l'ADM. Mais une DM contient également, lorsqu'il y en a, des subventions lorsqu'elles ont été obtenues. Donc là, comme c'est la dernière DM de l'année, j'espérais voir des subventions. Donc vous allez dire que je radote, parce qu'à chaque fois je reviens sur le sujet, mais bon, l'obtention d'une subvention reflète les projets que l'on mène et la manière dont on les finance. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les projets n'avancent pas et que les financements ne sont pas opportuns. Lors de la séance, la précédente conseil du 23 novembre, Monsieur le maire, vous avez menti. Vous avez indiqué lors des questions diverses que vous avez reçu 650 000 euros de subventions. Quelques jours plus tard, nous avons reçu le tableau détaillé par vos services. Le montant total est de 244 000 euros. Donc, entre 650 et 244. J'irai écouter la mention pour être sûr de ne pas me tromper de ce que je dis. Vous pourrez écouter également. Donc, sur 2023, nous n'avons obtenu que 244 000 euros de subventions pour de l'urbanisme transitoire, le pâtir à l'art, les LED et la voirie. Alors, c'est une immense exception. Une immense exception, en particulier pour le sport, puisque l'année 2023 se termine et c'était vraiment l'opportunité, à cause des JO, enfin, grâce aux JO 2024, d'obtenir des subventions, d'autant que le Vésinet est terre de jeu. Terre de jeu, vraiment. L'état des infrastructures sportives est une honte pour notre ville. Les associations sportives qui reçoivent les clubs sont embarrassées quand elles ne sont pas obligées d'annuler les épreuves. Concernant le paddle, vous avez affirmé à plusieurs reprises en séance que des subventions ont été demandées à l'Agence nationale du sport et à la région. Je n'ai pas vu cette subvention sur le tableau que j'ai reçu par vos services. Donc, je repose la question une nouvelle fois. Est-ce que la ville de Vésinet va recevoir une subvention de l'ANS ou de la région ou d'une autre structure concernant le projet Paddle? Si oui, combien et quand? Je vous remercie de cette réponse. Je termine. S'agissant de la vidéoprotection... Restons sur l'ADM, s'il vous plaît. Oui, alors là, je parle de ce que l'ADM ne contient pas. J'aurais aimé que l'ADM contienne des subventions. Donc, concernant la vidéoprotection, là, pareil, aucune subvention. Le projet n'a absolument pas avancé en 2023. Rien n'a été dépensé. Aucune subvention n'a été obtenue. Je me limite à ces deux exemples, mais la liste des subventions manquées et des projets avortés est immense. C'est le reflet de votre insuffisance en termes d'action et de gestion financière. Que vous devez... J'ai terminé, merci. On commente la délibération, vous êtes complètement hors sujet, je suis désolé. Donc maintenant, vous avez bien entendu, je vous propose de passer au vote, parce que les autres questions, vous pouvez les poser sur une délibération qui les concerne, mais pas à côté. Voilà. Donc, on a fini le tour, on vote maintenant. Donc, qui s'abstient? Alors, non, monsieur le maire, je n'ai pas, je suis pas exprimé sur cette délibération, vous n'avez pas répondu aux questions. Donc, je ne vois pas pour quelle raison vous m'empêcheriez de parler ce soir sur cette délibération, à propos de laquelle je tombe littéralement de ma chaise. Et c'est pas que je vais vous empêcher de parler, simplement j'ai lancé le vote avant que vous n'avez pas lancé le vote, monsieur le maire, vous n'avez pas lancé le vote. Vous n'avez pas lancé le vote, et j'ai parfaitement le droit de m'exprimer sur cette délibération. Et vous indiquez que je tombe littéralement de ma chaise. J'apprends qu'il y a, d'abord, effectivement, à la lecture de cette délibération, personne n'était capable de savoir, sauf notre excellent collègue Jean-Paul Bocci, de savoir combien ça coûte à la ville. Nous avons la réponse grâce à lui et pas grâce à M. Metz. Ce soir, c'est 900 000 euros. Donc 900 000 euros. C'est considérable. Si, ça coûte 900 000 euros à la ville. C'est-à-dire que si nous ne faisions pas cette opération, nous ne dépenserions pas 900 000 euros de plus. Première chose. Et deuxième chose, votre réponse sur les décisions qui ont été passées en date du 20 novembre est totalement insuffisante. Vous passez des décisions, nous retenons la proposition indicative de tel et tel établissement de crédit, et
Il n'y a aucune inscription au budget concernant cette renégociation? Non, mais ces décisions sont totalement illégales. Je suis tombé littéralement 2 fois de ma chaise. J'ai dû me retenir, hein. Mais j'ai fait une normal. Merci. Ok. Je veux qu'il soit quand même noté au procès-verbal que je conteste absolument le chiffre de 900 000 euros publics. Ça ne coûte absolument pas 900 000 euros à la ville. Et je répète qu'un taux d'intérêt à 3,75% contre 5,05, on est largement gagnant. Et on est également gagnant en termes de flux financiers. Donc je maintiens que c'est une excellente opération pour la ville. Vous pouvez déformer les propos sans le dire. Et d'ailleurs, la preuve que vous avez eu les éléments, c'est que M. Lucci a été capable de calculer un TRI. Donc s'il est capable de calculer un TRI, c'est que vous avez donné tous les éléments en commission qui permettent de le calculer. Vous avez toutes les échéances à venir de charges d'intérêt et de charges de remboursement avant et après. C'est ça que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure. Les annexes de la libération, on n'a rien qu'à Monsieur Burg, on a suffisamment débattu, vous avez posé votre question, vous avez eu une réponse, elle vous convient peut-être pas, mais en tout cas c'est une réponse. Et donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Donc délibération adoptée. Donc nous allons passer à la délibération suivante, donc toujours relative à la finance et qui concerne la mise en place de la comptabilité M27. Alors, à compter du 1er janvier 2024, nous allons mettre en place, comme la grande majorité des collectivités locales, la M57. Donc, c'est un nouveau référentiel dont je vais parler dans la délibération suivante. Mais pour passer à ce référentiel M57, il faut tout d'abord adopter un règlement budgétaire et financier. Donc cette délibération vise à adopter ce règlement. Le règlement budgétaire et financier formalise les principales règles applicables en termes de gestion budgétaire, financière et comptable. Il définit des règles internes de fonctionnement de la collectivité dans le respect des textes. Il renforce la cohérence et l'harmonisation des procédures budgétaires en vue de garantir la permanence des méthodes et des processus. Il ne se substitue absolument pas aux règles que pourrait se donner le conseil municipal dans un règlement de conseil municipal. Et il est actualisé en fur et à mesure des évolutions de dispositions législatives et réglementaires. Donc il a été fourni avec la convocation à ce conseil municipal. Il a été fourni également aux membres de la commission finances dans une première version il y a quelques mois déjà, dans une deuxième version la dernière fois, et enfin lors de la dernière commission finances de la semaine dernière. Très bien, y a-t-il des questions? Monsieur de Jean-Laurent. Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste faire une remarque. J'avais émis un certain nombre de propositions pour rendre ce règlement, ce règlement budgétaire et financier plus vertueux, pour corriger un certain nombre d'écarts qui minent le mandat depuis le début, en termes de transparence, en termes de règles budgétaires, en termes de... Parce que ce règlement budgétaire et financier, c'est bien les règles du jeu qui s'appliquent pour gérer les finances de la ville. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Et je regrette que vous n'en ayez pas tenu compte et que vous n'ayez pas voulu les inclure. Voilà. Et c'est notamment sur le calendrier budgétaire pour pouvoir mieux intégrer l'ensemble du conseil municipal dans les commissions, dans le processus d'élaboration budgétaire. Voilà, je regrette que vous n'ayez pas tenu compte. Alors, sur ce point-là, je rappelle ce que je dis, c'est que ce règlement ne se substitue pas aux règles de fonctionnement d'un conseil municipal. Et donc, ça n'a rien à faire dans un règlement budgétaire financier. En revanche, je vous confirme qu'on a bien tenu compte de certaines de vos remarques qui étaient intéressantes. Et donc, notamment, il y avait les seuils des marchés publics qui n'étaient pas dans le règlement d'origine et qu'on a intégré dans le règlement qui vous est soumis ce soir. Juste commenter rapidement, je ne vais pas être long, juste pour dire que pour moi, le calendrier budgétaire, à partir de quand on commence les mois de budget, comment on l'élabore, ça fait partie des règles budgétaires, je pense.
Et c'est dommage de passer à côté. Voilà. Et je ne parle pas du manque de transparence sur un certain nombre de choses, et on a vu encore ce soir sur la délibération que vous nous avez présentée pour modifier le budget. Il y a le calendrier budgétaire. Il est dans le règlement. Ok, donc pas d'autres remarques, donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, qui vote pour? Délibération adoptée. Alors, on continue toujours sur La M57, je crois. Donc là, c'est la délibération de mise en place de l'instruction M57 à compter du 1er janvier 2024. Donc cette M57, elle est destinée à l'ensemble des collectivités locales. Et donc, elle va être commune, aux régions, aux départements, aux établissements des intercommunalités et aux communes. Ce qui n'était pas le cas des anciens règlements. Donc ça favorise également les transferts d'agents de différentes collectivités, puisqu'ils vont retrouver le même règlement, quelle que soit la collectivité au sein de laquelle ils œuvrent. Quelques points à mentionner. Elle offre en particulier l'utilisation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. Alors nous, on avait déjà une APCP sur la Lac Princesse, donc ça c'est pas forcément très nouveau pour nous. L'adoption d'un règlement budgétaire et financier, c'était l'objet de la délibération précédente. La délégation à l'exécutif de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, hors dépenses de personnel. Donc ça donne une certaine souplesse à l'exécutif et ça évite de passer des décisions modificatives pour des simples mouvements de crédit entre chapitres. Donc je rappelle que c'est des crédits entre chapitres au sein du fonctionnement ou au sein de l'investissement. Ça ne change pas le résultat de l'année. Et donc il y a également la mise en œuvre d'autorisations de programme et d'engagement en dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Bon, voilà, ça c'est une modalité qui est permise. On ne le fera pas forcément dans notre budget 2024. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en œuvre de l'instruction budgétaire et comptable M57. Et je vous rappelle que ça devient une obligation au 1er janvier 2024. 2024. Et donc, il est important qu'on ait ce vote ce soir. Madame Cabot-Soras. Merci. Alors, moi, j'ai rien contre l'instruction M57. Le seul point qui est pour décision, c'était la possibilité donc, de déléguer au maire la capacité de bouger les crédits de chapitre à chapitre dans une limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Donc on a calculé en commission, pour la section de fonctionnement, ça donne la possibilité au maire de bouger les crédits comme il veut pour un montant de 1,2 million d'euros. Donc moi je suis désolée, mais quand on voit la gestion qui est faite de l'argent municipal, j'ai aucune confiance sur cette capacité de bouger des crédits sans repasser par le conseil municipal. Et quand on voit les problèmes de régularité qu'on vient de voir sur les décisions d'emprunt, non, moi je pense que tout doit passer par le conseil municipal et que pour qu'on puisse exercer notre contrôle qui est notre droit. M. Gauthier. Je crois qu'on va faire la même remarque. Notre groupe va voter pour cette délibération. Merci, c'est répétitif. Donc globalement, on a la même remarque. Notre groupe va voter contre ces délibérations, notamment à cause de l'article qui donne une délégation de 7,5%. Bon, au vu de l'imprudence que M. le maire fait preuve lors de ses décisions, et on a vu ça lors de l'épisode de refinancement de la dette, il est hors de question pour nous d'autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, même dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ok, très bien, vous avez entendu. Donc, M. de Chamboran. Merci, monsieur le maire. Dans le contexte, je ne vais pas rappeler ce qui vient d'être dit, auquel je souscris parfaitement. Et je souhaiterais donc déposer 2 amendements que je vais faire passer, si vous voulez bien. Pendant les passer au suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc ces 2 amendements visent à corriger un certain nombre de difficultés qu'on rencontre actuellement.
depuis le début du mandat. Le premier amendement concerne les investissements que vous faites, ou plus précisément les sous-investissements que vous faites dans un certain nombre de domaines. Et il est grand temps de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement. Et je propose de soumettre donc à l'approbation du conseil municipal la mise en œuvre de plans pluriannuels d'investissement dans les domaines suivants: l'entretien des voiries et l'enfouissement. Jusqu'à votre mandature, il était investi chaque année à peu près 1 million d'euros pour l'entretien des voiries et l'enfouissement. L'enfouissement, ça avait démarré notamment à la suite de la tempête de 99, puisqu'on s'était rendu compte qu'avec les arbres, c'était assez problématique. L'entretien des équipements sportifs. Dans l'entretien des équipements sportifs, je pense spécifiquement au gymnase de l'école des Merlettes, qui depuis plus d'1 an n'a plus de chauffage, plutôt le chauffage initial ne fonctionne plus. Il était à l'origine relié à l'école des Merlettes et suite à une fuite qui n'a jamais été réparée, ça ne fonctionne plus. Le bâtiment est en train de se dégrader à vitesse grand V. Il y a des gros problèmes d'humidité. Il y a même 2 élèves qui ont glissé la semaine dernière sur le sol, qui étaient détrempés. Donc il est grand temps, sur ce plan-là, de mettre en place des plans d'investissement. Également sur les équipements scolaires et périscolaires. Et là, je vais prendre un autre exemple. Je ne vais pas aller chercher loin. Vous sortez de la mairie, rue Henri Dunant. Il y a le mur d'enceinte de l'école qui est en très mauvais état. Les tuiles sont abîmées et le mur est en train de s'effondrer. Pour l'instant, ce n'est pas encore trop tard. Mais si rien n'est fait, vous êtes en train d'accroître la dette patrimoniale de la ville. Et je pourrais continuer comme ça avec d'autres exemples sur l'entretien des équipements scolaires et périscolaires. On a besoin notamment, comme vous le savez, sur l'îlot Pasteur, d'un accueil de loisirs qui puisse fonctionner aussi le mercredi. Donc, et les écoles seraient à reconstruire parce qu'elles peuvent pas être agrandies en l'état. Je voudrais également prévoir un plan pluriannuel sur l'entretien des bâtiments culturels et cultuels. On a tous vu l'état de l'église Sainte-Marguerite et les cascades d'eau qui peuvent tomber dans l'église lorsqu'il y a des pluies. Également, un plan pluriannuel d'investissement sur les autres bâtiments communaux, parce que quand on regarde par exemple le mur d'enceinte du commissariat, il est également en piteux état, et je ne prends là que des exemples, mais il y aurait malheureusement beaucoup plus de choses que ça à en dire. Et enfin, un dernier plan pluriannuel d'investissement pour les travaux de mise en conformité nécessaires au respect des objectifs de réduction de consommation énergétique des bâtiments attendus depuis 2030, enfin pour 2030. C'était chiffré à peu près à 4 millions d'euros, il me semble, sans le théâtre. Et donc, il est grand temps de s'y mettre si on veut être prêt en 2030. Voilà, ça c'est pour le premier amendement. Est-ce que vous souhaitez, monsieur le maire, que je présente le second amendement? Non, on va voter sur le premier d'abord et après vous présenterez le second. Pas d'autres remarques? Donc, qui vote pour cet amendement? Qui vote contre cet amendement? Ok, donc amendement rejeté. Vous pouvez présenter votre second amendement. Merci, monsieur le maire. Le second amendement fait référence au problème de confiance que nous avons vis-à-vis de la façon dont vous gérez aujourd'hui la commune. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la M57 accroît considérablement vos pouvoirs, notamment la possibilité de pouvoir basculer de chapitre à chapitre jusqu'à 7,5% des montants inscrits. Et donc, considérant qu'en contrepartie des pouvoirs délégués au maire par le conseil municipal, le maire a l'obligation de rapporter en séance les décisions prises, considérant que depuis le début du mandat, de graves irrégularités ont été constatées sur la tenue des registres des décisions, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, une désynchronisation de la numérotation des décisions et des dates auxquelles elles ont été prises. Ce qui veut dire que ce n'est pas ajouté au fil de l'eau, mais et que la gestion n'est pas faite de façon sérieuse. L'absence de communication à l'Assemblée délibérante de certaines décisions, en particulier, pour l'exemple, celle relative aux frais de justice, celle relative à la gestion des concessions du cimetière. Et il y aurait encore bien d'autres décisions, malheureusement, nous n'avons pas la vue complète, c'est difficile d'aller plus dans le détail. Considérant à ce jour, monsieur le maire, vous méconnaissez l'obligation de publier sur le site de la ville les décisions administratives que vous prenez, vous devez les publier dans son intégralité. Considérant que vous faites un usage disproportionné des compétences qui vous ont été déléguées, je pense notamment à l'augmentation depuis le début du mandat de 42% des tarifs de restauration scolaire ou encore de 35% des tarifs d'alarme. Il est grand temps de mettre fin à cette situation. Je propose donc de supprimer de la délibération la mention suivante: autoriser monsieur le maire à
à procéder à compter du 1er janvier 2024 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exécution des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Et je propose également, Monsieur le maire, que l'on vous retire vos délégations qu'on vous a transmises à la délibération 1273-01, puisque vous ne faites pas un usage conforme à ce qui est normalement prévu. Monsieur Mandagaran. Je voulais dire que je voterai personnellement contre cet amendement. Pour une fois que l'État va diminuer un petit peu la lourdeur administrative en admettant que grâce à la M57, on puisse avoir un pouvoir sur un changement de chapitre à chapitre. Alors je rappelle que l'État n'a pas complètement lâché la main, puisque le chapitre personnel ne pourra pas passer sur un autre chapitre réciproquement. Hein. Donc l'exemple réel, c'est quand on veut réduire de 10 ou 20 000 euros des frais d'études pour passer en travaux, ou des frais de travaux passés en études, c'est ça que représentent les 7,5%. Donc, je constate qu'en votant cet amendement, vous votez pour un alourdissement du carcan administratif de la fonction publique. Monsieur Burg. Alors, je pense que M. Mandagaran n'a pas tellement bien compris ce que voulait souligner notre collègue Guillaume de Chambordon. Le problème, ce n'est pas la lourdeur des procédures, le problème, c'est la confiance que nous pouvons vous accorder. Il est toujours possible de virer des crédits de chapitre à chapitre dans chacune des sections. Simplement, ça ne peut se faire que par délibération du conseil municipal. Et donc, comme c'est le cas aujourd'hui, et donc cela suppose un contrôle de l'ensemble des conseillers municipaux sur votre gestion. Ce qui est permis là, ce n'est pas de modifier cela, c'est de vous déléguer la possibilité de le faire. Compte tenu du fait qu'on se rend compte, par exemple, aujourd'hui, que vous passez 3 décisions pour refinancer une dette sans inscription au budget, pardonnez-moi, on est un peu inquiet. Quand on voit la façon dont a été négocié le contrat de cession sur le central boulevard Pasteur dans le dos du conseil municipal, on est un peu inquiet. Quand on voit, du boulevard Carnot, quand on voit qu'un certain nombre de décisions ne nous sont pas communiquées ou nous sont communiquées 6 mois après, je rappelle que jusqu'en mars, vous nous avez communiqué 3 décisions. Après ça, vous nous en avez communiqué une dizaine d'autres en mai. En juin, vous avez annulé le conseil municipal. En septembre, vous nous avez communiqué une centaine de décisions. C'est absolument incohérent. Il est indiscutable que vous faites des délégations qui vous ont été données un abus. Vous ne rendez pas compte au conseil municipal lorsque vous devez le faire, et en plus de ça, vous prenez des décisions illégales. Donc, effectivement, cet amendement me semble parfaitement justifié. Bien. Madame Cabot-Suras. Oui, je pense que vous avez vu que nous sommes dans une attitude constructive, de proposition. Donc, on a fait des propositions, on a rédigé des amendements. Voilà, sur le premier plan, je pense que c'est difficilement contestable, le fait de mettre en œuvre des plans pluriannuels, d'anticiper les dépenses qu'on aura sur les voiries, etc. C'est des propositions concrètes. Je m'étonne de voir qu'elles ne sont quasiment pas discutées et systématiquement rejetées. Alors, je ne devrais pas m'étonner parce que finalement, ça reflète assez bien l'état d'ouverture intellectuelle et de discussion, tant avec l'opposition qu'avec le tissu associatif. On l'a évoqué le dernier conseil municipal, les différentes associations qui viennent vous proposer des choses dans différents domaines, que ce soit le sport, l'urbanisme, les parents d'élèves. Vous avez une attitude fermée et finalement d'absence de négociation qui contraste avec vos souhaits, puisque vous donnez un discours d'ouverture, mais en fait dans les faits, il n'existe pas. Et ça, c'est absolument dramatique. Ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des propositions, il y a un rejet unanime, sans discussion de vote, c'est exactement la situation de blocage à laquelle on est arrivé dans cette ville. Et il faut avoir conscience que ce problème, la réponse à ce problème, est une réponse politique. On aura beau tous, et tous les récipiendants auront beau râler, faire des pétitions, dire des choses, etc. Sur le papier, le pouvoir demeure
à la majorité. Et cette majorité, dans cette mandature, a refusé d'écouter les Vésigondins. Donc la solution à ce problème, elle est de nature politique. Elle se réglera aux prochaines élections. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucun doute sur le fait que vous ne serez pas reconduit, mais malheureusement, il faudra prendre notre mal en patience et essayer de limiter le dommage qu'on pourrait faire à la ville d'ici. Bravo. Bonsoir. Je vais juste me permettre d'intervenir, ça va être très rapide. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre situation de blocage, parce qu'on peut inverser la situation aussi. Je pense que le blocage, vous le faites de manière très forte sur tous les sujets. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. L'état de la ville, elle est catastrophique. Mais vraiment, hein. Les bâtiments sont dans un état lamentable. Et les plans pluriannuels, on n'a pas attendu que vous arriviez pour y penser. Sauf que pour les mettre en œuvre, il faut déjà gérer le quotidien qui a été laissé depuis des années. Alors vous avez raison. Moi, je vais parler des infrastructures sportives. Elles sont dans un état lamentable. Mais lamentable, pas depuis 3 ans, lamentable depuis 20 ans. Parce qu'il n'y a pas eu un sou qui a été dépensé sur ça, donc la ville peut ne pas être endettée. Il n'y a rien qui a été dépensé. Donc, du coup, je pense qu'on est dans une situation super confortable. Je finis parce que, quand même, je voudrais quand même finir, on ne vous a pas interrompu. Et après, monsieur le maire verra s'il veut vous donner la parole. Moi, je pense qu'à un moment donné, et je vous remercie tous pour vos leçons de régularité, parce que je ne savais pas qu'on avait des juges dans l'Assemblée, mais bon, c'est très bien. Je trouve que c'est important de pouvoir dire qu'on peut parler de régularité. Je pense que parler de régularité, pour certaines personnes, on ne va même pas en entendre parler. Pour d'autres, je pense qu'on est très mal placé pour juger ce qui a été fait quand on n'a rien fait. Voilà. Donc moi, je pense qu'on va s'abstenir de continuer ce débat de situation de blocage, il faudrait faire ci, il faudrait faire là, sauf qu'il faudrait faire des plans pluriannuels. Mais en fait, pour faire tout ça, il faut de l'argent. Alors je vous rappelle que la ville n'en a pas d'argent. Donc malheureusement, il n'est pas caché, il est juste en train de tailler tout ce qui n'a pas été fait depuis des années. Mais c'est dans un état lamentable depuis des années. Donc il faut bien resituer la vérité au bon endroit et arrêter de dire des mensonges. Mais à chaque conseil municipal, on les entend, on les écoute. Et je pense qu'on fait preuve d'intelligence parce que justement, on ne tombe pas dans le jeu. Moi, je voudrais quand même dire une chose, parce que c'est systématiquement la même ritournelle sur chaque conseil municipal qui trouve une tribune en disant qu'on fait des choses illégales. On n'a jamais eu une seule décision qui a été entachée de régularité. S'il n'y a qu'un contrôle de la préfecture, vous pouvez attaquer au tribunal administratif. On n'a jamais été sanctionné de la même moindre façon que ce soit. Voilà. Donc, la ritournelle, systématiquement, vous parlez d'incompétence. Vous targuez de parler au nom de tous les Vésigondins, je conteste complètement ça, parce que ça c'est votre appréciation, c'est absolument pas la nôtre. Quant au fait d'anticiper le résultat de la prochaine élection, vous verrez bien et vous aurez peut-être des surprises. Alors, moi je suis assez étonné parce que je pense que la mémoire manque cruellement à certaines personnes dans cette salle, et à Madame Delpech en particulier, et à vous, Monsieur le maire, également. Le seul qui a été condamné dans cette assemblée, c'est vous pour mensonge. Donc on ne va quand même pas l'oublier. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est une première. Je crois qu'il n'y a aucun de vos prédécesseurs à qui ce ne soit jamais arrivé. Donc maintenant, on arrête. Les seuls qui mentent et qui ont été condamnés, c'est vous. Aucun d'entre nous n'a jamais eu le moindre problème avec la justice sur aucun de ces sujets. Deuxième chose, Madame Delpech a une mémoire probablement totalement défaillante, parce que, alors qu'en effet, elle peut se targuer d'avoir eu un mal de, je ne vais pas dire le mot, mais un grand mal pour arriver à refaire un bout du gymnase Matalou. Elle oublie que dans les années qui ont précédé son arrivée, le gymnase McNair avait été refait, les tennis avaient été, l'ensemble des tennis avaient été refaits également.
etc., etc. Et je rajoute, et je vous rajouterai également, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce qui avait pu être fait, aussi bien à la bibliothèque, au théâtre, par les équipements sportifs et à tout le reste. Donc, si vous voulez, je veux bien comprendre que vous n'ayez plus d'argent parce que votre gestion dispendieuse et dramatique a asséché les caisses pour ne faire rien du tout en échange. On pourrait rajouter, puisque Mme Delpech a envie d'en parler, que depuis 3 ans, il n'y a pas, et on parlait de plan pluriannuel qui manque, il n'y a pas eu 1 mètre carré de rivière qui a été refait, par exemple. Pas 1 mètre carré n'a été refait. Vous pouvez manifester. J'attends que vous me montriez 1 mètre carré de rivière qui a été refait, alors que c'est un entretien qui a été fait régulièrement pendant toutes les années précédentes. Mais apparemment, comme pour le reste, ça ne vous intéresse pas et vous devez l'ignorer. Peut-être avez-vous des études encore à faire pour le savoir. Vous pouvez être peut-être très fier de votre Si bilan. je peux me permettre, monsieur le maire, si vous voulez arrêter de me couper la parole, ça me fera plaisir. Et donc, abouageons, parce qu'on est dans le vote, on est quand même dans un vote qui attend et donc le second amendement. J'ai énormément de mal, comme sur le précédent amendement. Pourquoi, alors que vous avez énormément de mal à avoir les compétences, jusqu'à présent vous nous avez surtout démontré que vous ne les avez pas, pour faire les entretiens importants, dont on parlait des rivières, pour ne citer que ce dernier exemple, pourquoi refusez-vous la proposition qu'a fait M. de Chamboran d'inscrire un plan pluriannuel, ne serait-ce que de réfection de rivière? En effet, ça serait certainement beaucoup plus utile que les innombrables études que vous faites, ou les bâtiments que vous achetez sans rien en faire, voire ceux que vous bradez pour faire le sujet, vous savez, là, de cette pension de famille entre guillemets. Moi, je vous remercie, M. Boucheron, mais Alice ne me guette pas encore, donc je ne perds pas trop la mémoire. Donc, le petit bout du matériel, bah, écoutez, je suis contente de l'avoir fait parce que vous ne l'avez pas fait. Donc, si c'était juste un petit bout, vous l'auriez peut-être fait. Et si j'étais vous, je ne me tarderais pas, surtout pas, de ce que vous avez fait avec Serre. Parce que quand on fait des réparations, on dépense l'argent du contribuable pour mettre de l'eau chaude dans les toilettes et que les commissions de sécurité ne sont pas faites depuis des années pendant tout votre mandat. Encore un mensonge de plus. Un mensonge de plus. Je vais pas rentrer dans ce jeu. C'est vrai que vous avez un bon exemple, donc vous avez raison de le suivre. Ah, justement, merci, j'ai pas envie de vous ressembler. Elle est un peu de mensonge, c'est un peu de respect là. Et je vous remercie. Ok, on va arrêter ce débat qui s'envenime, on passe au vote. Oui, on passe au vote de l'amendement. Donc, qui est pour cet amendement? Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Amendement rejeté. Donc, nous allons maintenant passer au vote de notre délibération, puisqu'elle a été interrompue par ces amendements. Donc, qui s'abstient? Non, on n'avait pas voté encore. Justement, c'est pour ça. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Okay. Qui vote pour? Délibération adoptée. Voilà, donc on passe à la délibération suivante. Et toujours sur la partie financière, quelque chose qui est assez classique en début d'année, tant que le budget n'est pas voté. Une délibération plus classique que la M57, qu'on fait une fois tous les 20 ans, un nouveau référentiel. Là, il s'agit d'une délibération qu'on soumet chaque année et qui permet à la ville de ne pas se retrouver bloqué à partir du 1er janvier en attendant le vote du budget qui a eu lieu en général fin mars, en tout cas avant le 15 avril. Et donc c'est une délibération qui donne l'autorisation d'engager, de liquider et de mandater certaines dépenses d'investissement en 2024, et donc à hauteur de 25% des crédits qui sont votés en 2023. Et ceci donc avant le vote du budget primitif, du budget principal en ce qui concerne cette délibération-là. Donc vous avez l'ensemble des montants qui sont en fait assez faciles à calculer. Il s'agit
de prendre chacun des chapitres d'investissement ainsi que des opérations et d'y appliquer 25% pour l'ouverture des crédits de l'exercice suivant. Très bien. Monsieur de Chamberlain. Merci, monsieur le maire. Là encore, vous demandez un chèque en blanc pour engager des crédits sans que nous puissions contrôler vos dépenses et sans que nous puissions nous assurer de la bonne gestion et de bon usage des dépenses que vous ferez. Et j'ai donc décidé de déposer, au nom de notre groupe, trois amendements également sur cette délibération. Non, ce n'est pas la nouvelle. Je pense que vous êtes plus proche du bord de la nouvelle que nous. Bon, lisez votre premier amendement. Alors, le premier amendement concerne l'ouverture de crédit hors opération que je souhaiterais flécher sur l'entretien spécifique d'un équipement. Cet équipement, en l'occurrence, c'est le gymnase de l'école des Narettes, qui était donc initialement chauffé par la chaudière de l'école des Narettes et qui, depuis un an, suite à une fuite d'eau sous la cour de la récréation, a rendu ce chauffage inopérant. Pour répondre à ce que disait Madame Delpeuche tout à l'heure, jamais on n'a vu la ville ne pas réparer une chaudière ou un chauffage pendant plus d'un an. Ça ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Celui-ci n'a pas été réparé et le chauffage portatif qui avait été installé en secours se révèle cher et à l'utilisation et insuffisant. Le bâtiment est devenu très humide, comme je l'ai dit tout à l'heure, au point de rendre le sol glissant. Cette situation dégrade l'état du bâtiment et il est légitime de s'interroger sur l'état de salubrité du gymnase. En l'absence d'ailleurs de capteurs obligatoires à partir de janvier 2024, enfin 2024, c'est les décrets de décembre 2022 concernant l'équipement des bâtiments fréquentés par les enfants, il n'est pas possible d'évaluer précisément la situation sanitaire de ce bâtiment qui reçoit des scolaires. Considérant qu'il y a un caractère d'urgence à entretenir les gymnases de l'école des Narettes, il est proposé de flécher les crédits ouverts, articles 20 et 21, de la partie hors opération à l'installation d'un nouveau chauffage pour le gymnase, à la délibération la mention suivante. C'est pas, je vais simplement vous dire que ce point que vous soulevez là a fait l'objet d'une question diverse et nous y répondrons à la fin. D'accord, mais néanmoins, je juste vous dire ça. Voilà, je vous remercie de cette précision, je ne savais pas. Mais voilà, je souhaite donc déposer l'amendement pour que les crédits ouverts aux articles 20 et 21 soient affectés essentiellement à l'installation d'un nouveau chauffage dans le gymnase. Voilà pour le premier amendement. Est-ce que vous voulez passer vos trois amendements d'un coup? C'est comme vous voulez. Allez-y. Ok, allez-y. Non, on va voter d'abord celui-là. On va débattre de celui-là d'abord. Vous préférez voter un par un? Ok. Qui est pour? Non. Qui s'abstient? Non, attendez, il y a un débat d'abord. Je pense que les conseillers municipaux ont le droit de s'exprimer sur cet amendement. Voilà. Sinon, la décision. On vient d'appeler au vote. Donc, non. Et je vous proposais de faire les trois d'un coup justement pour mettre les deux sur le sujet. Donc, laissez s'exprimer les conseillers municipaux. Je pense qu'on a tout ça qui est défini. Oui, monsieur le maire, je voudrais quand même rajouter un point. Et j'ai eu le même point pendant le conseil d'administration du CCAS. Quand vous demandez quel rapport à ce que, quand vous demandez, écoutez, laissez-moi parler, puis vous verrez le rapport. Quand vous demandez à ce que des crédits soient ouverts, à ce que vous puissiez dépenser de l'argent, la moindre des choses, c'est de nous dire pourquoi faire. Dans cette proposition de délibération qui vous a été transmise, il n'y a aucun projet. Dans l'amendement, alors que ce soit l'usage ou pas, c'est possible, mais c'est pas du tout l'usage. Vous avez le droit quand même de nous dire ce que vous allez faire de ces 3,4 millions pendant les 3 premiers mois d'année. Ce serait même la moindre des choses. Au lieu de ça, vous nous demandez l'autorisation de dépenser 3,4 millions sans nous dire ce que vous allez en faire, et on vous propose un amendement pour vous dire, ben voilà, il y aura peut-être une petite chose à faire en urgence, et vous ne voulez même pas en débattre. Je suis profondément déçu par cette attitude. Je voudrais juste m'assurer. Je vous rappelle qu'il y a eu les années pareilles et que la mairie ne peut pas être à l'arrêt tant que le budget n'est pas voté. Quoi. Alors, la mairie n'est pas à l'arrêt, attention. Ce sont certains investissements qui ne peuvent pas être faits, et donc c'est à vous de nous dire comment vous comptez dépenser ces 3,5 millions. Vous n'êtes pas capable de nous le dire, c'est quand même extravagant.
Je voudrais m'assurer que l'amendement a bien été distribué à Monsieur Galtier aussi. J'ai demandé la parole au maire. Il y a une chose toute simple. Est-ce que vous voulez mettre à l'arrêt les opérations de la ZAC Princesse du 1er janvier jusqu'au vote du budget le 31 mars? Donc on arrête le gymnase Princesse, on arrête l'ensemble des opérations de la ZAC. Alors, très bien. Sinon, il y a demain une école, j'en sais rien, dont une toiture s'effondre et après, je sais rien, on ne pourra pas la réparer. Pour la sécurité des enfants. Pour la sécurité des enfants. C'est pas possible de laisser la ville dans une situation où elle ne peut pas engager de montant d'investissement jusqu'au 31 mars. C'est beaucoup trop dangereux pour les habitants. Mais c'est une délibération systématique dans le public, vous l'aviez voté l'année dernière d'ailleurs. Madame Mika. On peut parler pour changer un peu d'autres types de sujets. On peut aussi dire que les agents de la ville et tous les utilisateurs dans la ville n'auront plus de licence Office 365 et ne pourront plus envoyer des mails si on ne renouvelle pas les licences. Voilà, alors tout le monde s'en fiche que ce sera un tout petit peu gênant s'il n'y avait plus de mails dans la ville. C'est tout. Monsieur Gauthier. Il serait bon peut-être de distribuer les amendements qu'il propose. On les a. je ne comprends pas pourquoi les amendements sont bloqués, ouais. ne sont pas distribués jusqu'au bout de la table. Je trouve ça assez lamentable. Ça c'est M57. Ok. Monsieur Bouchko. Je voulais juste faire une petite remarque. Il est bien évident qu'on ne va pas arrêter les investissements dans 3 mois. Il est néanmoins dommage qu'une fois de plus, on n'ait pas réussi à passer le budget en décembre, comme ça se fait un peu partout, ce qui est et tout ce problème, qui est au moins. Je n'ai pas souvenir que vous ayez passé le moindre budget en décembre. Si vous me laissez juste finir ma phrase, ça vous éviterait de faire des remarques de ce genre. Où j'allais justement ajouter, chose que d'ailleurs je n'ai pas réussi à faire et que je regrette profondément. Donc là-dessus, quand on fait des erreurs, monsieur le maire, on le reconnaît, c'est beaucoup plus simple que de trouver des arguments qui ne trompent personne. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y était la tradition également avant. C'est que, certes, bon, on ne va pas descendre peut-être jusqu'au millier d'euros pour faire plaisir à Madame Lapace pour les Office 365, les quelques licences à racheter. Mais en général, on permet de donner des grandes masses. Et par exemple, comme le citait M. Metz, il y a une partie qui va être fléchée vers la ZAC Princesse. Donc en général, on disait, ben voilà, sur les X millions, il y a déjà tant qui sont vers tel endroit, et on met là. Et qu'on ne met pas sur des choses trop vagues comme vous l'avez fait, malheureusement. Ensuite, dans les îles, pourquoi est-ce qu'il y a aussi une chose que nous ne pouvons pas voter là-dedans, même s'il n'est pas question de laisser cette ville à l'arrêt? Elle ne serait pas à l'arrêt, mais en tout cas pour certains chantiers d'investissement qui prennent encore plus de retard que ceux que vous avez réussi à accumuler, c'est que il n'est pas question qu'on utilise, par exemple, ces crédits pour la pension de famille. C'est impensable. Et donc, ça serait encore une fois aller à votre bon vouloir sur un projet rejeté par tous, pour lequel, comme pour le reste d'ailleurs, vous n'écoutez personne, et je ne comprends pas pourquoi vous refusez systématiquement d'écouter les Vésigondins et de faire ce qui est dans leur intérêt. Donc voilà ce que je veux juste vous faire remarquer, et qui est quand même navrant dans cette présentation de délibération. Je rappelle qu'on parle des dépenses qui sont simplement dans les 3 prochains mois, jusqu'au vote du budget. Donc on n'est pas sur les investissements de très long terme. Monsieur le maire, je voudrais juste corriger un propos de monsieur Metz tout à l'heure qui a dit que vous n'allez pas mettre à l'arrêt le chantier du Parc Princesse. Je voudrais rappeler que cet amendement porte spécifiquement sur tout ce qui est, pardon, je ne retrouve plus hors opération, tout ce qui est hors opération, donc ça ne concerne pas le Parc Princesse, l'amendement. Voilà, juste pour être précis. Très bien. Bon, donc, qui est pour cet amendement?
Qui s'abstient? Qui est contre? Ok. Amendement rejeté. Deuxième amendement. Merci, monsieur le maire. Le second amendement concerne la suppression. C'est la même feuille. D'accord. Allez-y. Voilà, donc, ça concerne la suppression de l'ouverture de crédit hors opération sur l'article 204. Et ça rejoint le point de mon collègue Bernard Rochko. Les ouvertures de crédit hors opération prévoient un budget de 110 000 euros. Cette ouverture de crédit est destinée au financement de la pension de famille. C'est très clair, c'est là où est le besoin urgent. Et c'est un projet dont les Vésigondins ne veulent pas. Considérant qu'il convient d'écouter l'avis des Vésigondins majoritairement contre ce projet, il est proposé de supprimer l'ouverture de crédit pour le versement de subventions d'équipement, article 204. Madame Cabot-Soras. Une fois de plus, hein, ce projet va à l'encontre de ce que veulent les riverains et ce que veulent les parents d'élèves. L'impact budgétaire, On est sur une délibération pour traiter des opérations de début d'année, ce qui n'est pas du tout le cas de ce dont vous parlez. Donc, si vous voulez, restons donc sur cette délibération et sur cet amendement-là, s'il vous plaît. J'essaie de commencer une phrase qui dit l'impact budgétaire. Alors, je ne sais pas, vous êtes dans une version sur le budget. Ça tombe en plein dans le sujet. L'impact budgétaire de cette opération, une fois de plus, et c'est pour ça que cet amendement est justifié, il faudra expliquer à tous les Vésigondins comment c'est possible que la mairie brade son patrimoine et vende au Vésinet un terrain de 1800 m² avec une maison de 300 m² pour 200 000 euros. Très bien. Ok, donc tout le monde s'est exprimé. Donc vote sur l'amendement. Qui vote contre? Ok, qui vote pour? Qui s'abstient? Donc personne. Okay. Le troisième amendement, je ne le comprends pas, il n'est pas conforme, la phrase n'est pas terminée. Donc voilà. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ça, il est parfaitement conforme. Excusez-moi, mais si je sais lire le français, la phrase n'est pas terminée. Il s'agit de l'ouverture de crédit sur l'opération rénovation de centre-ville. C'est un projet dont les Vésigondins ne veulent pas. Et donc, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît? Non, on peut parler. Ah non, alors là, hors de question que vous me fassiez ça. C'est très simple. Merci de me donner les leçons. Alors, on peut présenter un amendement de façon orale, si nous souhaitons. Le droit d'amendement est absolu dans la procédure municipale. Donc, il n'y a pas d'amendement irrecevable. Si vous souhaitez des éclaircissements, Guillaume de Chambord va vous les donner, mais le droit d'amendement est absolument absolu. Donc, on peut vous présenter un amendement de façon orale. Voilà, donc ce qui vous dérange, je pense, c'est l'idée... Bon, terminons-en sur cet amendement. Complétez-le sur ce que vous n'avez pas écrit. Donc, concrètement, la proposition, c'est de supprimer l'ouverture de crédit sur l'opération 21004 concernant la rénovation du centre-ville, puisque, comme vous le savez, ça fait l'objet de fortes contestations. Et non, mais je pense qu'il est nécessaire de mettre la concertation en premier et de ne pas vous précipiter sur un projet dont les Vésigondins ne veulent pas, ne comprennent pas. Il y a une pétition qui a été lancée cette semaine sur ce sujet. Et donc, je pense qu'il est urgent de le mettre à l'arrêt pour l'instant, le temps d'avoir revu ce projet. Je me demande comment vous pouvez dire que les Vésigondins ne veulent pas d'une rénovation du centre-ville. La seule chose que nous disent les Vésigondins, c'est depuis 20 ans, il ne se passe rien sur le centre-ville, rien sur la place du marché, et on vous demande, et c'est pour ça qu'on a été élus, de faire quelque chose par rapport à ce qui n'a rien été fait depuis une vingtaine d'années. Je vais compléter mon propos. Les Vésigondins ne veulent pas d'un projet qui n'est pas clairement défini. Voilà. Ils ne veulent pas d'un projet pour lequel on n'a pas défini clairement ce qu'on mettait dedans, ce qu'on allait faire. Rien n'a été présenté. Et vous avez refusé la concertation. L'autre point qui est fortement contesté, et ça je pense que vous ne pouvez pas l'avoir entendu, c'est l'ordre dans lequel vous faites ce projet, puisque vous voulez commencer par la Rutière et la place de l'église, là où il faudrait commencer par la place du marché. C'est ton souhait. Alors pourquoi Madame non? Licapas. C'est pas qu'une question de souhait. Madame Licapas. Il y a une justification qui est assez simple, c'est que quand on voudra aménager
la place du marché, on risque d'abîmer les rues autour. Donc il vaut mieux les faire en dernier. C'est aussi simple que ça. Madame Mickapas. Donc je tiens à rappeler que, évidemment, tout ce que je dis est faux, puisqu'il y a eu toute une phase amont qui a conduit à une importante concertation, et en particulier qui s'est achevée cet été par un questionnaire en ligne, mais pas seulement. Il y a eu un comité de concertation qui a été mis en place, et en particulier avec toutes les associations qui représentent la ville. Et donc tout ça s'est déroulé jusqu'à l'été, et à partir de à peu près le mois de février-mars, comme j'ai aussi eu l'occasion de le dire à ces associations que j'ai l'occasion de voir régulièrement, il y aura une nouvelle phase de concertation qui est prévue dans la suite du projet et qui permettra à tous les habitants de s'exprimer sur le contenu de ce que nous leur proposons. Donc il y a eu une première phase amont avant choix de la maîtrise d'œuvre, et il y aura une deuxième phase aval pour travailler ensemble et co-construire le projet. Donc après, écoutez, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est dommage. C'est toi qui comprends pas. Après, Madame Carré. Oui, donc merci Guillaume pour cet amendement et pour ce travail conséquent que tu fais pour tous ces amendements qui sont importants pour notre ville et malheureusement rejetés les uns après les autres. Concernant ce budget, c'est préoccupant, et s'il vous plaît, ne dépensez rien pour le centre-ville. Vraiment, c'est une demande que nous vous faisons. Ne jetez pas l'argent des Vézigondins par les fenêtres. Vous avez là commencé par boucher quelques trous, bravo, j'ai envie de dire. Là, vous avez ce projet d'urbanisme transitoire. Non, monsieur Marne, ne m'écoutez pas. Donc, vous avez ce projet d'urbanisme transitoire et prévoyez de dépenser quelques centaines de milliers d'euros. Donc, ça pourrait passer là, dans ce budget jusqu'à avril. Donc, notre demande, c'est de ne pas dépenser cet argent, c'est une hérésie environnementale et financière. Donc, depuis 3 ans et demi, qu'avez-vous fait pour le centre-ville? Rien, à part des études pour un montant de 400 000 euros. Tout à coup, au bout de 3 ans et demi, vous vous réveillez et vous avez dégainé un projet, des travaux pour la routière et la place de l'église, pour la modique somme de 3,8 millions d'euros. On vous demande de ne pas dépenser cet argent. Des travaux divers dévariés vont être définis et la somme globale va atteindre 9 millions d'euros, plus le maître d'œuvre, 10 millions d'euros. Et tout ça, attention, tout ça ne comprend pas la place du marché. La place du marché n'est pas inclue dans ce projet à 10 millions d'euros. Donc, comment avez-vous ficelé ce projet sans concertation? Contrairement à ce que dit Mme Mickapas, il n'y a eu aucune concertation. Les associations de défense du Vésinet, que nous tenons à remercier pour le travail énorme qu'ils font, le travail remarquable qu'ils font pour notre ville, ont bien résumé le sujet. Pas de vision globale, pas de méthode, pas de concertation, pas de prise en compte des propositions qui vous sont faites. Ok, c'est pas le sujet, vous nous avez déjà dit la dernière fois. S'il vous plaît, vous ne dépensez pas notre argent. Ok. Voilà, donc on va quand même. Oui. Monsieur Mardagaran, vous voulez répondre sur ce sujet? Je voulais juste dire un mot sur l'amendement. Vous envoyez des millions à la figure. Il n'est pas question de dépenser dans les 3 premiers mois de 2024 3,8 millions. 3,8 millions, c'est effectivement une des estimations qui a été faite pour la première partie du projet. Et c'est quelque chose qui n'arrivera pas avant la fin de 2024, voire 2025. Donc je vous rassure sur ce point-là. Si vous bloquiez les crédits en janvier, vous empêcheriez la désignation du maître d'œuvre, puisque c'est ça que vous faites, et la désignation du maître d'œuvre, c'est ça qui va permettre de lancer les travaux au cours et à la fin de l'année 2024. Donc je vous en prie, ne dites pas n'importe quoi sur ce projet qui avance à son pas, comme vous l'avez expliqué à Mickapas.
Ouais. Très vite, monsieur Burg, et on passe au vote. Oui, alors, monsieur le maire, je suis navré, mais on a quand même un vrai souci sur ce dossier du centre-ville. Vous savez, mais c'est le sujet de l'amendement. Mais ici, c'est le sujet de l'amendement. Le sujet de l'amendement, c'est de supprimer l'ouverture de crédit sur l'opération 21004, rénovation du centre-ville. Donc c'est le sujet de l'amendement. Et c'est le sujet de la délibération. Alors, non, excusez-moi, non, c'est pas le sujet. Sur 3 mois. Apprenez à lire, monsieur Dancy. Vous avez l'amendement sous les yeux. Vous imposez vos sujets avec vos délibérations. Amendement A 2023-12063, suppression de l'ouverture de crédit sur l'opération 21004, rénovation du centre-ville. C'est le sujet de l'amendement. Donc, souffrez que nous puissions nous exprimer sur cet amendement. Silence. Vous exprimez bien quand même déjà depuis pas mal de temps. Et alors, et c'est pas fini, monsieur le maire, vous allez voir, on va s'exprimer souvent et peut-être longtemps et fortement. Parce que manifestement, il semblerait que des oreilles soient à déboucher. Il y a un vrai problème sur cette opération centre-ville. C'est un problème de méthodologie. Le code de la commande publique n'est pas si mal fichu que cela. Il prévoit habituellement, quand on désigne un maître d'œuvre, de définir au préalable un budget et un projet fonctionnel. Ce qui n'a pas été défini, en l'occurrence, parce que vous avez décidé de vous exonérer des dispositions du code de la commande publique relatives à la désignation d'un maître d'œuvre. Et c'est le problème fondamental de ce sujet. Oui, vous avez interrogé des habitants. Oui, vous avez lancé des questionnaires pour recueillir les désirs des habitants. Mais il n'y a pas de projet en face. Vous n'avez pas élaboré de projet. Vous attendez de vos maîtres d'œuvre qu'il élabore un projet. Mais ce n'est pas au maître d'œuvre d'élaborer un projet, c'est à la personne publique. Le maître d'œuvre, il doit exécuter le projet de la personne publique. C'est comme ça qu'est conçu le code de la commande publique et c'est comme ça que sont conçus les jurys de concours. Donc on a un vrai problème de méthodologie sur ce dossier. Si ça retarde de 3 mois la désignation, ce qui est parfaitement faux, monsieur Mandagaran, mais si ça retarde de 3 mois la désignation d'un maître d'œuvre, tant mieux. Alors pourquoi c'est parfaitement faux, monsieur Mandagaran? Le fait d'attribuer le marché sur lequel vous avez eu, ou vous devriez avoir bientôt une commission d'appel d'offres, ne signifie pas dépenser de l'argent. Ça signifie écrire à un des 5 candidats retenus dans cette étape, on vous retient. Ce n'est que l'ordre de service numéro 1 pour lancer les phases APS qui vont vous éventuellement coûter de l'argent au moment où on va vous rendre l'APS. Mais le fait de désigner un maître d'œuvre ne va pas vous coûter de l'argent. Indépendamment de cela, avant de désigner un maître d'œuvre, faites un projet. Quand on fait construire une maison, on commence par se projeter, définir ses besoins, définir combien de pièces on a besoin, pour combien d'habitants, etc., avant de demander à l'architecte de faire un projet de maison. Là, c'est pareil. Ok, bon, on vous a entendu, là on va peut-être arrêter le débat. Là. Non, j'aimerais m'exprimer sur cet amendement. Très brièvement. Allez, Je vois l'enthousiasme que ça suscite. Voilà. Écoutez, mais moi, je tiens quand même à rendre honneur à ce travail que fait Guillaume de Chambouran, qui est bénévole et pour le bien-être de la commune et de nos concitoyens. Donc merci Guillaume. Moi, je soutiens cet amendement parce que je ne souhaiterais absolument pas, et je pense que c'est le cas d'une majorité de Vésigondins, que dans les 3 prochains mois de l'année soient engagées des dépenses sur le projet de rénovation du centre-ville. Pourquoi ? 1. Il n'y a pas de schéma d'ensemble de ce que l'on veut faire. Donc je ne souhaite pas que dans les 3 prochains mois, monsieur le maire, vous puissiez dépenser de l'argent alors même que personne ne sait ce que vous voulez faire. Deuxièmement, je souhaite, et nous souhaitons tous, qu'il y ait une réelle concertation qui soit menée. Comme vous le savez, les Vésigondins ne sont pas au courant de vos projets. Les associations de promotion du site qui représentent les intérêts des Vésigondins sont très insatisfaites de la concertation que vous n'avez pas menée. Donc, dans les 3 prochains mois, avant de dépenser des sous, faites une concertation. Et troisièmement, nous demandons à ce que le projet de rénovation du centre-ville commence par la place du marché et non pas par la routière, pour un montant de 3,8 millions d'euros, alors qu'on ne sait absolument pas ce qui va s'y passer. Ce que veulent les Vésigondins, c'est commencer par la place du marché. Donc voilà les raisons pour lesquelles je soutiendrai cet amendement.
Ok, bon voilà. Donc on a entendu tout le monde, on va voter sur l'amendement. Qui vote pour l'amendement? Qui s'abstient? Qui vote contre? Voilà, amendement rejeté. Donc maintenant qu'on a terminé sur ces amendements, on va voter la délibération donc, qui a été présentée dans pas mal de minutes. Donc aujourd'hui, donc sur cette délibération, qui s'abstient? Personne. Pardon. 2. Qui vote contre? Qui vote pour? Délibération adoptée. Alors, on a ensuite c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Dernière délibération pour ce qui concerne la finance, qui est un peu dans la même veine, c'est la même chose sur les budgets de stationnement. Donc c'est la même autorisation, mais sur le budget du stationnement. Donc là, je ne sais pas si on va avoir droit à des amendements sur la pension de famille ou sur la vague princesse, cavalier législatif, c'est intéressant. Donc, on propose d'autoriser les engagements à hauteur de 25% des sommes de crédit N-1. Ok, pas de remarques. Qui s'abstient? Ah, pardon, monsieur Bouchot. Contrairement. Ça marche pas. C'est bizarre ça. Ah, celui-là marche. Contrairement à l'autre budget où, en effet, comme on l'avait évoqué, c'est assez nécessaire, assez indispensable pour les partageants tous de pouvoir continuer. Sur celui-là, il est un petit peu plus particulier parce que sur le stationnement, il se trouve qu'actuellement, vous êtes en train de faire quelque chose de, encore une fois, sans aucune concertation et qui va à l'encontre de l'intérêt des légitimats, des commerçants, comme ça a été évoqué plus tout à l'heure. Et donc, je pense que là, il est de notre devoir d'arrêter cette énorme erreur et donc de ne pas voter de dépenses pour les parcs-mètres et donc aucune dépense dans les 3 mois qui viennent sur un sujet qui a été ni concerté localement et encore moins avec le conseil municipal. Monsieur Bouchot, vous êtes complètement hors sujet. On parle du budget annexe stationnement qui concerne les 3 parkings souterrains de la ville, place du marché, théâtre et Joffre. Ça n'a rien à voir avec le stationnement en voirie. En surface. Ok. Bon. Qui s'abstient? Qui vote contre? On n'a pas le temps de s'abstenir alors. Qui vote pour? Abstention, oui, c'était 2. Voilà, donc on a terminé avec la finance. Donc je vous propose de passer à l'urbanisme avec 2 délibérations qui vont être rapportées par Madame Bicapas. Et celui-là, oui. Donc là, il s'agit d'adopter la modification simplifiée numéro 5 du PLU. Je rappelle que nous sommes dans une modification simplifiée qui a été lancée donc, le 21 avril.